ce point de déclenchement où on s'est dit, OK, il y a vraiment quelque chose à voir, et du coup, on va se poser la question, on va reprendre un peu de recul sur, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qui on veut être demain. L'introspection, le fait de bien se connaître en tant qu'entreprise, ça permet d'avoir une clairvoyance et de prendre des décisions beaucoup plus rapidement en connaissance de cause. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Hello Eric. Salut, enchanté. Et écoute, enchanté. Merci de m'accueillir chez The Keepers. On est dans vos locaux qui sont à Clichy, locaux dans lesquels The Keepers a fêté ses 10 ans il y a quelques jours, quelques semaines. Pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut créer une culture d'entreprise qui perdure pendant 10 ans ? Eh ben écoute, moi je suis persuadé que la culture c'est quelque chose de complètement vivant. Du coup, à mon avis, elle a énormément évolué depuis ces 10 dernières années. Après, je pense qu'on va retrouver une petite ADN commune quand même qui fait fil rouge depuis toutes ces années. Très cool. Alors du coup, pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter The Keepers, même si, à mon avis, on a déjà pu croiser certains de vos produits dans nos vies quotidiennes. Eh ben carrément. Du coup, moi c'est Eric. Je suis un des cofondateurs de The Keepers, comme tu le dis. The Keepers, c'est une entreprise où on crée des services, on développe des services, on conçoit du coup des machines, des bornes connectées qu'on va installer dans vos quotidiens, dans les centres commerciaux, les cinémas, les stades, les salles de concert. On a commencé par des consignes à casque de moto pour éviter de se trimballer ce boulet à longueur de journée autour du bras. Ensuite, on a fait du coup des consignes de téléphone où on venait les recharger. On a évolué, on a fait des dressings connectés, etc. Pendant le Covid, on a lancé du coup des bornes de distributeurs de gel hydroalcoolique avec Merci Andy. Et aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre qui se présente devant nous sur toute la partie réemploi. Donc, on transforme pas mal la boîte. Ouais, avec des contenants qui vont permettre... Exactement. Des conteneurs qui nous permettent d'accueillir des contenants. Exactement, c'est ça. C'est tout l'univers du réemploi pour du coup éviter l'emballage à usage unique et donc avoir des contenants réemployables. Donc on va venir faire ses courses, acheter ces contenants consignés, pouvoir consommer et après les rendre. Donc nous on va venir les collecter dans nos machines pour ensuite qu'ils soient du coup lavés et ensuite renvoyés chez l'industriel pour qu'ils soient re-remplis et avoir un cycle de vie du coup beaucoup plus long qui permet des économies d'eau, des économies d'énergie qui sont assez considérables. Ouais, c'est super. Effectivement, on voit de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs se lancer sur ce secteur de la consigne. Je pense à Charles Christori du Fourgon, qu'on salue, qui est venu aussi sur ce podcast. Et c'est ça que j'aime bien dans la manière dont tu racontes The Keepers, c'est qu'on a l'impression que vous avez réussi à, pendant 10 ans, suivre les différentes évolutions du monde autour de vous. Vous n'êtes pas resté monoproduit, consigne de casque qu'on scale et qu'on envoie partout dans le monde. Il y a eu la période Covid, vous avez fait un distributeur de gel avec Merci Andy, si je me trompe pas. Là, maintenant, on part sur le réemploi. Du coup, c'est quoi, en fait, l'histoire, la genèse de The Keeper? C'est comment tu expliques que ça a réussi aussi à évoluer comme ça avec le temps? Je pense que la base de tout ça, c'est l'équipe qu'on a constituée. On est des créateurs. Je pense qu'on est tous. Alors moi, je suis designer de profession, mais dans l'équipe, on sait tout faire d'un produit, de la méca, de l'électronique, du développement software, des opérations. Enfin, en fait, il y a toute cette lignée-là. Et je pense qu'on aime ça tout simplement. On a vraiment ça dans le sang de vouloir bidouiller. En fait, et c'est un peu horrible parce qu'on s'y perd aussi, mais quand on a le pouvoir de créer des trucs cool qui peuvent répondre à un besoin, on a envie de le faire tout le temps. Et on a vu, on a testé des trucs, on s'est planté sur d'autres choses, mais on aime, je pense, ce process de création, d'observer, de dénicher un besoin et d'y répondre par une solution qu'on considère plus simple, plus cool et aujourd'hui plus nécessaire. On essaye de plus en plus justement de délaisser des usages qui peuvent être considérés comme un peu gadget et de se concentrer maintenant plus sur le vital. Ouais. Et t'as une vraie mentalité de maker dans ce que tu racontes. D'ailleurs, on le voit quand on visite vos locaux, pour ceux qui auront cette chance. Il y a un vrai lab c'est assez impressionnant. Vous êtes vraiment sur du hardware et à chaque fois vous trouvez un nouveau cas d'usage. Vous sortez en gros un nouveau produit, une nouvelle borne, un nouveau
le born, je sais même pas si c'est encore le bon mot pour parler de ce que vous faites, mais Si, c'est des bornes connectées. C'est un peu on a tergiversé 1000 ans sur ce terme-là hyper générique. Mais c'est des points d'interaction, ouais, c'est des machines connectées. Mais ouais, c'est ça. Il y a cette verticale commune dans tout ce qu'on fait, c'est de créer des produits intelligents à destination du large public. Et après, c'est sûr que sur les thématiques, elles sont hyper variées. Et là, on se lance sur le réemploi et du coup toute la partie économie circulaire. Et je pense que, sans prédire le futur, mais c'est là où on va vouloir se retrouver de plus en plus. Nous, on s'engage à avoir plus d'impact et on en parlera un peu plus tard. Mais c'est sûr que l'idée, on va dire, de notre culture nous pousse vers la boîte à impact et peut-être un jour la boîte à mission. On ne sait pas encore. Carrément. En tout cas. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tu continues de surfer ces différentes vagues. À chaque fois, on pourrait se dire que c'est un nouvel usage, limite un nouveau business que tu développes quasiment de zéro, parce que c'est pas forcément la même chose de mettre des consignes à casse que des machines à gel, que des conteneurs à réemploi. Comment tu fais dans ces multiples évolutions pour garder une constante au niveau de ta culture, de ton ADN? Et du coup, c'est quoi cette constante The Keepers, comment est-ce que tu le définis? Ok, alors pour moi il y a quand même cette constance dans tous nos projets où on fait des produits qu'on espère évolutifs, immortels, parce qu'on est sur un modèle éco de location et du coup c'est c'est avoir un modèle B2B de location qui permet ensuite du coup de rendre service dans des établissements recevant du public. Donc il y a quand même on va dire une notion qui vient englober un peu tous les différents services qu'on fait. Après c'est vrai que c'est toujours des univers un peu différents. On a transformé notre machine de gel hydro en vente de tickets en un été et on va passer du foot au gel hydroalcoolique au contenant. Et ça, je pense que l'ADN commun, c'est le fait de s'adapter. De continuellement être dans la réponse et pas dans l'attente. On aime l'action, on aime se lancer, on aime tester des nouveaux trucs. Comme je disais au début, mais on est des makers quoi. Donc on met le doigt dedans et puis on voit si ça prend et après on vient s'emballer. Je pense que notre kryptonite, c'est peut-être le fait de trop s'emballer et de vouloir aller dans toutes les directions parce que en fait, on en a le pouvoir. Si tu peux faire un site web et un produit en 30 jours, un site web en une après-midi, une application en 2 semaines et un produit en 45 jours, en fait, t'as un pouvoir assez énorme et il y a peu de boîtes qui peuvent dire ça. Et en fait, nous, on est tout feu tout flamme, on adore tellement ça qu'on pourrait le faire tous les 4 matins et se paumer complètement là-dedans. Exactement, et tu peux te paumer complètement là-dedans, en tant que dirigeant déjà, en tant qu'employé salarié, c'est encore plus difficile, j'imagine, parce que assez vite, tu peux plus dire on est une boîte qui fait ça. T'as plein de gens qui vont, tu leur demandes d'expliquer ce qu'ils font, ils vont dire on est une boîte qui fait des consignes de casque. Okay. Parce que vous, ça change tous les 45 jours, comme tu dis. Alors, peut-être pas autant, hein, je caricature, mais tous les ans ou tous les 2 ans, tu arrives à sortir un nouveau produit, une nouvelle ligne, etc. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que cet ADN-là, tu le formalises? Comment est-ce que tu travailles pour le formaliser et surtout le communiquer pour que les gens puissent se dire, à défaut de dire on est une boîte qui fait ça, on est une boîte qui est comme ça. Ça, c'est un travail que vous avez fait, que toi, t'as porté chez The Keepers pour formaliser donc les valeurs que vous appelez des piliers, vous avez formalisé une raison d'être. Tout ce travail de formalisation, toi, à quel moment tu t'es dit que c'était important de commencer à le faire? Alors depuis 10 ans, on l'a fait 2 à 3 fois ce boulot. Je pense que c'est quelque chose d'important de le faire régulièrement parce que comme je disais en intro, c'est une ADN, c'est quelque chose de complètement vivant qui va évoluer en fonction de l'équipe, en fonction du contexte aussi. Qui mute. Qui mute, comme exactement. ADN, ouais. Exactement. Donc nous, on l'a fait à des moments, je pense, clés de la boîte. On l'a fait une fois après l'échec de levée de fonds, donc c'était il y a un paquet d'années, il me semble 6 ans, où on avait décidé de lever des fonds en série A et finalement on a eu très compliqué et une offre sur la table qu'on a refusée et on a décidé du coup de serrer les fesses et de devenir rentable au lieu de lever des fonds. Donc ça je pense que c'était un des points clés où on s'est dit ok, maintenant faut qu'on fasse ce travail d'introspection, de savoir qui on est, ce qu'on veut, etc. Et je pense que ça a pas mal aidé. Et la deuxième fois dans mes souvenirs aussi, c'est du coup après le Covid, où là, je pense que comme beaucoup d'entreprises, le Covid a quand même rabattu pas mal de cartes.
Notamment sur notre importance et notre raison d'être tout court, quoi, de pourquoi on fait les choses. Le monde il s'effondre et on garde des casques, quoi. Et ça, je pense que cette équation-là, elle nous allait plus. Et je pense aussi que la maturité entrepreneuriale a pris un peu le dessus. Franchement, moi, jusqu'avant le Covid, je pensais que je changeais le monde, avec mes casques, avec mes consignes à casque. Ma maman a été contente de me voir dans le Parisien une fois de temps en temps. C'est bon, mes copains, ils savaient que c'était une boîte qui réussissait, où on était sympa, etc. Pour moi, c'était bon. Et en fait, je pense que ça a remis énormément de choses en perspective, notamment notre rôle dans la société. Et puis vient s'ajouter à ça la crise environnementale, où pareil, en fait, on devient de plus en plus petit et on comprend, je pense aussi avec le temps, ça force l'humilité en fait de se dire non, en fait, on n'est rien, on n'a rien fait. Et on fait des trucs qui rendent service, mais on veut plus, quoi. C'est intéressant cette expression de je pensais que je changeais le monde. Il y a aussi un truc que je vois chez beaucoup de dirigeants, c'est en fait tu changes le monde, mais pas forcément à l'échelle à laquelle tu pensais le faire au départ. Sauf quand tu es sur des méga projets à mission, ce qui est une partie des entreprises, mais toutes les boîtes peuvent pas le faire, toutes les boîtes le font pas en tout cas aujourd'hui, et c'est très ok. Il y a aussi, c'est quoi la société que tu crées, et la société pas seulement au sens statut juridique de boîte, l'endroit que tu crées, les gens que tu fais vivre, qu'est-ce que tu leur fais vivre, et c'est une autre manière d'impacter le changement, mais toujours est-il que pour ça, il faut savoir quel changement tu veux pousser. Et donc justement, là vous avez fait une dernière itération récemment, donc c'est intéressant aussi de voir que c'est les crises qui te font redéfinir tes valeurs, Clairement. Ce qui est valable à plein d'échelles. Et donc cette dernière itération, comment ça s'est passé et sur quoi vous avez abouti? Cette dernière itération, on a cherché notre raison d'être parce que du coup, nous, il y a Florian qui est notre premier employé du coup dans l'équipe, qui a remonté un peu son souci de notre non reconnaissance sur la crise environnementale et le fait que en fait ça nous passait un peu au-dessus. Et cette idée-là a fait son chemin parce que au-delà de convertir, on va dire, toute l'équipe à l'importance de ces sujets-là, et je pense qu'on était bien à la bourre. C'était il y a 3-4 ans déjà. Ouais. En fait, t'as plein de gens qui ont pas fait tout ça, qui sont là. Wow, c'est-à-dire que nous on est vraiment à la bourre. Non, mais on se sentait déjà un peu à la bourre. En tout cas, on a du coup commencé à bosser ça. On a fait un premier bilan carbone, et puis après, en fait, les gens se sont galvanisés autour de ça, de l'idée qu'on pouvait faire mieux. Puis on avait goûté à l'impact avec notre distributeur de gel pendant le Covid, donc on s'est dit, il y a peut-être un filon sur notre ADN. En tout cas, toutes nos intuitions se dirigeaient vers ce sujet-là. Et donc c'est un peu ce point de déclenchement où on s'est dit ok, il y a vraiment quelque chose à voir, et du coup on va se poser la question, on va reprendre un peu de recul sur ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qui on veut être demain, où on veut aller. Et donc on a théorisé un peu ça, on a pris du recul, et ça je pense que mon background de designer a un peu aidé à la tâche de théoriser tout ça, d'essayer de nommer les choses, de nommer un peu nos émotions, nos sentiments, nos différences aussi, parce que avec les 4 associés on a des comportements très différents. Et des caractères très différents, et aussi d'inclure l'équipe du coup dans cette réflexion. Et donc on a fait 3 cercles de travail. Le premier, au début tout seul, moi en prise de recul et en one-one avec François, le CEO, où on se renvoyait la balle sur le fait de repenser un peu les bases, etc. Ensuite avec les 4 associés pour voir et échanger par rapport aux premières réflexions, aux premières pistes de travail et tout, et ensuite plus largement avec l'équipe pour voir si on était dans le vrai, pour challenger aussi nos idées, nos positionnements, et voir s'il n'y avait pas un clivage associé salarié qu'on essaye d'effacer depuis déjà bien 5-6 ans, et je pense qu'on arrive plutôt bien à le faire. Donc en gros il y avait vraiment ce rythme-là de croisière, et du coup l'objectif numéro 1 c'était de définir la raison d'être. On a rétropédalé à un moment en se disant non, on va commencer par les valeurs, par nos piliers, parce que la raison d'être en fait il y avait tellement de changements que on n'était jamais vraiment d'accord. Je pense qu'il fallait justement qu'il y ait certaines décisions qui soient prises pour asseoir en fait notre positionnement et être en mode si ok, on est bien en train de faire ce move-là, etc. Et aussi d'accepter, je pense, le fait qu'une raison d'être, ça englobait le passé, le présent et le futur.
Et donc c'est très très général et bref, du coup on a rétro-pédalé, on a commencé par définir nos 3 piliers, ouais. Et taf hyper intéressant. Enfin moi c'est quelque chose qui m'anime énormément, de voir pourquoi on fait les choses et de voir comment on fait les choses, quel est un peu notre touch à nous. Et du coup ouais, on a 3 piliers. On a 3 piliers. Sans plus de suspense. Qu'est-ce que c'est que ces 3 piliers? Et alors, on a forcément, donc on n'a pas utilisé, j'avais écouté un de tes podcasts du coup, et au même titre que d'autres, on n'a pas voulu faire des mots-clés qui sont un peu rébarbatifs et surtout très généraux. On a fait du coup 3 petites phrases qui sont faciles à retenir. On a beaucoup travaillé sur la rime, mais qui sont faciles à retenir. On va pouvoir lancer un petit crew de rap aussi chez The Keepers bientôt. Exactement. Donc on a partagé pour fonctionner. Donc ça c'est pilier numéro 1. L'idée derrière ce premier pilier, c'est d'avoir accès à l'information et d'être sur un pied d'égalité au niveau de vraiment de l'équipe en fait. C'est comme j'en parlais tout à l'heure, mais c'est être un maillon chez The Keepers, c'est savoir en fait travailler en équipe. Pour nous l'esprit d'équipe est ultra important et toujours en fait avoir l'humilité de se considérer comme une pièce du puzzle et de faciliter en fait le fait que les autres pièces du puzzle puissent bien fonctionner les unes avec les autres. Et donc on partage énormément l'information, on forme les gens à devenir des entrepreneurs, à comprendre ce que c'est que une entreprise, ce que c'est qu'un MRR, ce que c'est qu'un bilan, ce que c'est qu'une charge salariale, etc. Tout ça c'est ouvert. Tout ça c'est ouvert. Okay. Je pense que la seule info qui aujourd'hui est pas complètement full transparente parce qu'on est encore en train de se décider dessus, c'est les salaires. On n'a pas encore fait le move de grille salariale. On a une grille salariale, mais elle est pas ouverte à tout le monde. C'est la seule info qui est. Oui, et puis c'est intéressant parce que tu as choisi dans ta formulation de valeur, c'est du partage. C'est pas radical transparency, tu vois. Enfin, c'est peut-être pas sur la transparence radicale et c'est intéressant parce que beaucoup de gens se posent la question est-ce qu'on met transparence dans les valeurs et souvent on dit tu peux mais il faut aller loin quoi. Et c'est du coup j'aime bien la manière que tu as de le présenter quoi. Ouais, c'est cool. Donc ouais, tu as cet aspect-là et partage aussi après pour plein d'autres raisons, mais en tout cas c'est un peu le fait d'être dans une équipe et de le réaliser, d'avoir du coup des devoirs et en même temps de pouvoir kiffer aussi en équipe. Le deuxième du coup c'est s'adapter pour surmonter. Ça je pense que dans notre histoire très lisible dans l'histoire constamment on est ultra agile, on travaille sur notre efficacité jour et nuit. On est une petite équipe et je pense que pour faire beaucoup on a besoin d'être pareil, un puzzle qui fonctionne bien avec des pièces qui sont bien huilées. Et du coup justement pour s'adapter, pour aller vers des marchés, des nouveaux marchés, pour aller répondre à des nouveaux besoins en fait, pour transformer nos produits actuellement, continuellement améliorer nos produits continuellement. On s'adapte. Et ça, j'ai plein d'exemples et on pourra en reparler tout à l'heure. Oui, effectivement, et puis même dans la manière dont vous développez vos produits, tout est très itératif. Enfin, il y a beaucoup de. Exactement. On entend depuis le début. On suit les usages, on est dans la réponse. Donc effectivement, une valeur qui est très incarnée chez vous. Et tu me dis qu'il y en avait une troisième. Ouais. Et le troisième pilier, du coup, c'est kiffer pour durer. Et ça, ça fait, c'est une partie énorme qu'on a réalisée, je pense, il y a quelques années, au moment où on se tue à la tâche en fait, là sur la partie entrepreneur. Et c'est marrant, mais j'en vois encore des gens, et je pense que ça nous rassurait de finir à 1h du mat, 1 ou 2 fois par semaine, d'être inclus dans n'importe quelle décision. Moi, je me souviens, je prenais des décisions business alors que j'ai aucun talent là-dedans. Et en fait, je pense que c'était aussi. Enfin, là, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on bosse ensemble avec l'équipe, mais je pense qu'il y avait peut-être à l'époque, en tout cas pas une confiance aussi aveugle qu'on peut avoir aujourd'hui, mais en tout cas, on se tuait à la tâche et tout le monde était dans n'importe quelle décision et on perdait un temps monstrueux, on était fatigué. Aujourd'hui, l'idée, c'est justement de permettre à l'équipe d'avoir un équilibre de vie pro-perso génial. Enfin, moi, à 18h30, je suis à la maison. Je peux ramener mon chien au bureau. On a 3 chiens au bureau. On a un bar qu'on utilise tous les mercredis avec l'équipe. En fait, voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas la théorie du baby-foot qu'on met dans un coin qui est pas utilisé, mais c'est plus d'ailleurs, le bar, c'est nous qui l'avons construit. C'est Sylvain qui s'est chauffé pour le construire. Je sais pas comment dire. En fait, c'est pas fait. Vous mettez des perks dans le bureau, mais c'est pas fait pour que les gens restent au bureau plus longtemps ou supportent mieux le fait de bosser jusqu'à 1h comme des fous furieux, quoi. C'est ça. Par exemple,
il y a 1000 exemples sur ce truc-là. Je pense que c'est ancré. Nous, par exemple, on a un responsable du bonheur qui tourne chaque mois, qui va justement essayer de mettre en place les apéros, de mettre en place les soirées, de la découverte des passions des nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe. On a 1000 petits rituels de paris sportifs au MPG, le quiz cinéma aussi que j'ai pu. Le quiz cinéma. C'est chaud, au truc d'ailleurs, hein, mais. C'est pas mal. Il était particulièrement difficile. Mais oui, grosso modo, c'est une espèce de petit jeu où tous les jours à 12h45, il y a quelqu'un qui partage du coup un screenshot d'une bande-annonce d'un film et on doit deviner le plus rapidement possible quel film c'est. Et il y a un système de points et de récompenses. C'est toute une économie qu'on a recréée. C'est marrant. Non, mais c'est cool effectivement d'avoir mis en place tous ces rituels là derrière. Et bon, une fois que tu as fait ce travail-là de définir tes piliers, en fait, la question que ça me pose, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté? À quoi ça te sert au quotidien, que ce soit dans la manière dont vous structurez, dans, je sais pas, la manière dont vous managez, dont vous prenez des décisions, voilà. En quoi c'est utile d'avoir fait ce travail-là? Mais je pense que c'est de la clairvoyance. En fait, je pense que quand on prend une décision, et parfois même des grosses décisions, comme on a pu prendre pendant le Covid ou quand on lance un nouveau service, par exemple, mais le fait évidemment, on est guidé par un instinct. Alors, moi, je suis particulièrement instinctif, mais et j'ai d'autres associés qui sont heureusement peut-être plus terre à terre que moi, mais je pense que justement, en fait, ça appelle à ces valeurs-là et ça permet d'avoir une certaine crédibilité, soit en argumentant, en disant mais ça, on fait ça comme ça parce que c'est nous, ça nous correspond. Et je pense que l'introspection, le fait de bien se connaître en tant qu'entreprise, ça permet d'avoir une clairvoyance et de prendre des décisions beaucoup plus rapidement en connaissance de cause. Et pareil, j'écoutais dans ton podcast aussi une personne qui avait failli s'associer avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes valeurs. Ouais. Ça, en fait, directement, son instinct, en fait, il a travaillé. Ça, c'est Emery et on le salue, ouais, très, 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 et effectivement, c'est très utile en fait, c'est intéressant que tu parles d'argumenter. Parce que souvent, une manière que j'ai de le présenter quand j'en parle à des clients, c'est de dire, quand tu vas prendre une décision de management ou que tu vas devoir, je sais pas, réprimander quelqu'un ou qu'il y a un comportement qui passe pas, etc. D'un seul coup, c'est plus toi, Eric, qui est seul à dire ça je suis pas d'accord, c'est en fait t'as derrière toi tout le poids du collectif qui dit en fait ça on s'est collectivement mis d'accord que c'était pas ok, et tu dépersonnalises, il y a beaucoup moins d'ego là-dedans, c'est très très aidant pour tout le monde à toutes les échelles de pouvoir avoir ce guide là. Donc ouais, j'aime bien le fait que tu viennes directement sur cette prise de décision là, quoi. Ouais. Et ça, c'est une plus-value, et c'est limite c'est la première à laquelle j'ai pensé, mais après tu vas avoir justement aussi de la cohérence, et ça pour moi c'est peut-être le plus important, mais dans tes actions, et du coup qui va en découler partout, qui va faire tache d'huile sur ta communication, ta manière de t'exprimer, ta marque employeur, et cette cohérence, c'est de la puissance en barre. Enfin pour moi c'est un truc que tu peux pas acheter, et qui va te donner énormément de crédibilité sur ton marché, pour tes clients, pour ton équipe, etc. Et je pense que c'est comme quand tu communiques et que si tu fais de la théorie de fais ce que je dis, pas ce que je fais, en fait il y a personne qui va te suivre au bout d'une semaine, et justement ça, je pense que de se connaître, ça permet d'avoir une cohérence. Et complètement, dans cette cohérence derrière, et comme tu le dis très bien, ça se décline partout dans les bureaux, c'est comme le truc d'avoir un pull brandé de ta marque, etc. Dans 90% des cas, en fait, ça va être un énième pull qui va finir je sais pas où, tu mets pour dormir. Soit ça, ou soit putain merde, on m'oblige à foutre un pull. Et en vrai, je pense que nous, quand on l'a offert, il y en a plein au début, ils se disent c'est uniformisant. Bon, exactement. Bon, ok, l'uniforme Startup Nation, merci bien. Mais en fait, on regarde aussi que ce truc-là, aujourd'hui, on a réussi à en créer, et je l'espère. Après, j'ai aussi mon prisme, peut-être que l'équipe va bien se marrer en écoutant ça, j'en sais rien, tu vois. Mais je le vois en tout cas, les gens qui mettent ce truc-là, il y a ce côté justement fierté de. Et moi, je sais qu'à l'extérieur, on me dit vous pouvez pas faire des pulls pour les Intel. Nous, on vous suit depuis le début, je sais pas quoi et tout. Je dis non, ça c'est réservé à l'équipe. C'est que pour nous, ouais. Et tu fais 2 jours chez Equipers, t'arrêtes ton truc, ton machin. J'étais venu que pour ça. Moi, je vais rester 2 jours du coup. Ça va faire une interview. Et ce que je veux dire, c'est en gros, c'est des mini détails de chez détails, mais ça permet d'incarner en fait tout ce que t'as mis et toute ta cohérence, toute la puissance de ton ADN, quoi.
ouais, je trouve ça cool de se dire qu'aujourd'hui je pense on peut grave en être fier de cette partie-là. Carrément. Et tu as parlé tout à l'heure de dire que ça se décline dans la communication, dans la marque employeur, etc. Est-ce que tu as des exemples concrets de pratiques, tu vois, comme ça, qui dérivent directement de vos valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de manière consciente aussi? Alors, je pense, un exemple tout bête, c'est les offres d'emploi. Ouais, c'est un exemple hyper concret. C'est hyper concret et c'est hyper important. Hyper important, hyper concret, de recruter des gens qui se ressemblent, s'assemblent, mais dans les valeurs surtout. Et je pense que de capter les bonnes personnes qui vont, une offre qui va les faire vibrer, qui va faire vibrer les mêmes cordes sensibles de valeurs, etc. Je pense que de travailler ces offres, c'est ultra important. Et ça, on y a passé un temps fou. Et là, on se fait encore former d'ailleurs par une personne sur ce sujet-là pour améliorer nos offres et être les meilleurs possibles sur ce sujet-là. Nous, on recrute peu. Oui, j'allais te dire. Pourquoi ça vaut le coup d'investir du temps et de l'argent sur ce sujet alors que vous recrutez pas non plus 1000 personnes par an, quoi? Exactement, mais parce que justement, en fait, à chaque fois qu'on recrute, ça doit être la bonne personne. Et évidemment que on peut faire des erreurs, etc. Mais en fait, je pense que c'est du temps qui est ultra bien investi parce que des mauvais recrutements peuvent coûter très cher à l'entreprise, très cher à la culture d'entreprise. De passer un moment avec des gens qui fitent pas complètement, où tu te dis putain, l'équilibre il est un peu vacillant, etc. Bah ça peut peser sur toute l'équipe. Et donc je pense que non, les recrutements c'est une base solide et ça remonte énormément sur ton ADN. Bien sûr. D'arriver à synthétiser qui t'es, l'émission, d'être transparent sur les grilles de salaire. Je ne comprends pas aujourd'hui comment des offres ne peuvent pas avoir de grille de salaire. J'allais te demander en quoi une offre du coup de chez The Keeper c'est différente d'une offre d'emploi standard. Il y a cette grille de salaire, est-ce qu'il y a autre chose? Mais il y a tout, il y a ce qu'on te promet entre guillemets, je pense nous le fait de t'accompagner et de t'accompagner réellement, de fait de te mettre dans les meilleures dispositions pour que tu réussisses ta mission. En fait, c'est un peu de notre promesse, c'est de dire si t'arrives pas à faire ta mission, franchement, c'est que soit t'étais pas fait pour, soit il y a eu un souci, on n'est pas parfait évidemment, mais sincèrement, notre promesse c'est ça, c'est quand tu rejoins l'équipe, c'est qu'on te mettra dans les meilleures dispositions pour que tu réussisses tes missions, que ce soit sur ton équilibre pro-perso, que ce soit sur ton accompagnement, sur ton apprentissage, on va essayer de faire en sorte que t'aies les meilleurs, qu'on fasse les meilleurs moves pour que tu sois toi dans les meilleures conditions. Okay. Et après, c'est d'écrire bien, je pense, ce qu'on recherche, savoir aussi ce qu'on recherche, les compétences qu'on recherche. Et ça, de prendre ce recul-là avant de dire non mais c'est bon, j'ai besoin juste d'un bizdev, en fait peut-être pas. Et de se poser la question de ok on a besoin de quoi, à quel moment, de quelle expérience, de quel machin, etc. De regarder les prix du marché, de se mettre à jour sur ces prix-là. Enfin, c'est continuellement, je pense, un taf qui est quand même beaucoup plus colossal que d'appuyer sur entrée. Exactement. En mode c'est bon. Et puis même dans la capacité à recruter des gens qui vont se projeter chez toi aussi. C'est marrant, tu te dis j'ai besoin d'un bizdev, donc tu vas recruter un mec qui était bizdev dans la boîte d'à côté, qui fera exactement la même chose chez toi. Il est fort probable qu'il ait pas envie de rester très longtemps parce qu'il progressera pas. Ce qui est intéressant quand tu as fait ce travail de dire j'ai des valeurs, ces valeurs, je les décline derrière dans des comportements que je cherche et donc des compétences que je cherche en termes de soft skills chez des gens, je le mets dans mes scorecards et je vais pouvoir tester. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher juste un bizdev qui veut faire la même chose, tu vas pouvoir chercher quelqu'un qui correspond à ce job-là, mais qui sait peut-être pas encore qui sait faire le job de bizdev, qui a envie d'apprendre et qui a les bonnes cartes pour le faire chez toi. Exactement. Et donc tu vas pouvoir recruter quelqu'un pour ce qu'il peut faire et pas ce qu'il fait déjà, ce qui est quand même une énorme bonne pratique en termes de recrutement. Complètement d'accord. Et après il y a d'autres exemples aussi, mais sur l'onboarding des gens de l'équipe, de voir pareil, nous on est plein de clichés parce qu'il y a des choses qui marchent, mais les outfits, les petits cadeaux de départ, etc. Oui, mais avec quel sens derrière? Et d'amener du sens là-dedans, d'avoir certains codes, de bosser du coup. Je pense nous on a un doc d'onboarding pour que les gens au lieu qu'ils se retrouvent à pas savoir quoi faire, alors que nous on est vraiment, le train il est en route et quand il est en route, t'as vu l'état des bureaux, on va dire il y en a partout, ça va dans tous les sens. On a des termes techniques et on va dire propres à The Keepers, pareil de partout. Quand tu rejoins le train, ça peut être vite impressionnant tes premières journées. Et on a un doc pour un peu calmer le jeu et faire en sorte qu'ils se sentent pas perdus, mais accompagnés dès le début, qu'on a travaillé, mais pareil, énormément. C'est cool. On revoit le partage de ton premier pilier. Et puis effectivement, il y a le côté kiff avec des cadeaux, etc. Mais c'est vrai que tu mets une valeur de kiff. Fais-moi kiffer mes premiers jours, quoi. Parce que sinon, sinon c'est mensonge. Mais c'est clair. Et le nombre d'onboarding qui sont, et franchement, j'en ai loupé des onboarding, tu sais, le matin où t'es en mode putain, c'est vrai, il y a ce stage là qui débute lundi, merde, j'ai zappé. Et là tu te dis mais merde, j'ai
franchement, j'ai peut-être niqué 3 semaines à 1 mois de son stage parce que il va avoir un doute, parce qu'il va être en mode, ok, ils m'ont vendu du rêve et en fait, pas tant que ça. C'était le pire que tu puisses faire. Hein. Le pire. Alors que, genre, une demi-heure de temps, t'es en mode, ok, le doc est bien un jour, le truc, le si, oui, ça prépare coûte pas forcément cher. Hein. Mais oui, juste de préparer son ordi, d'avoir ta petite carte d'accès à ton truc, ton machin. Genre, c'est pas, enfin, c'est lunaire de dire, t'arrives et t'es en mode, oh, j'avais oublié que tu venais, toi. Genre, les gens se sentent pas du tout valorisés. Non, c'est chaud, ça. Ouais. Et donc, après ça, genre, on n'a pas réinventé la roue non plus. Non, mais tu peux pas réinventer la roue pour faire bien les choses, et surtout pour les faire en cohérence. Le but n'est pas d'être à chaque fois en train d'inventer des choses et de faire onboarding dans le métaverse, tu vois. Tu le fais juste bien et les gens vivent ta culture dès le premier jour et c'est tout ce que tu as besoin de faire et ce qui est déjà énorme. Donc, tu disais au début, on a commencé à bosser sur la raison d'être et puis on s'est dit, on va faire les valeurs, ce qui me permet de, du coup, j'imagine, poser tout ce cadre-là et cette manière de faire les choses sur laquelle on est sereine. Est-ce que du coup tu es revenu à ta raison d'être à un moment donné et qu'est-ce que ça donne? On est revenu à la raison d'être et qui était coton coton, je pense c'est le mot à définir parce c'est-à-dire très doux et qui se met bien sur la peau, c'est compliqué. C'était franchement un taf. Moi j'ai adoré bosser sur ça, mais de revenir à l'essence de l'essence et d'y embarquer tes associés, d'y embarquer toute l'équipe. C'est monumental comme boulot et là heureusement j'étais pas mal accompagné par François qui a plus de leadership que moi et plus de je pense qu'il a trouvé genre les bonnes manières de communiquer sur le taf que je faisais pour venir fédérer un peu tous les gens autour de ça pour qu'on arrive à se mettre d'accord tous ensemble sur ce que c'était que notre raison d'être. Et du coup, pour rappel, mais raison d'être, c'est quand même un truc qui doit être cohérent avec ton passé, avec ton présent et ton futur. Et donc, on a l'impression un peu de graver dans le marbre des mots, des phrases qui ont un sens hyper lourd et qui vont définir un futur qui est pas encore écrit. Donc déjà le conseil numéro 1 c'est de faire surtout pas ce que je viens de dire sur le côté penser que on est en train de faire un beau marbre que rien ne va changer, etc. Non, parce que tu peux tout à fait la revisiter et tu vois, tu disais il faut que ça capture le passé, le présent et le futur. C'est très ambitieux, oui, il faut qu'il y ait des éléments de passé, évidemment, mais j'aurais tendance à te dire aujourd'hui, il faut que c'est un truc qui te drive, que tu puisses poursuivre. Exactement. Et si vous avez changé, vous avez changé. À un moment, tu peux pas tout rentrer au chausse-pied, tu peux pas rentrer les ronds dans les carrés, quoi. Voilà. Exactement. Donc, faut dédramatiser la situation et la prendre par un bout, peu importe lequel, pour avancer, trouver un peu l'essence de ce truc-là. Et je pense que c'est dans tous les cas, on va dire le travail en fait est limite plus important que le résultat final. Cette introspection là, c'est tellement important et tellement passionnant pour tout, je pense pour tout le monde que in fine, même si le résultat à la fin est un peu bancal, le travail en lui-même sera un résultat pour l'équipe. Du coup, nous, on a dit que la raison d'être The Keeper, c'était accompagner et améliorer durablement nos quotidiens. Et dans cette raison d'être là, en fait, on a 2 leviers pour accéder, pour nous driver du coup vers l'accomplissement de cette raison d'être. Le premier, du coup, c'est dans l'équipe, c'est vraiment au sein même de l'équipe, et du coup, c'est accompagner, comme je te disais sur nos offres, mais faire en sorte que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Et donc leur offrir du bonheur, un équilibre pro-perso, des aspirations, du sens dans leur boulot. Ça, c'est du coup ancré dans notre raison d'être sur la partie interne. Et en externe, c'est en créant du coup des services qui ont de l'impact, qui vont accompagner et aider le quotidien des gens, de nos utilisateurs, de nos clients. Sur cette partie impact, hier du coup sur les consignes à casse, les chargeurs de téléphone, on dépannait, c'est-à-dire que t'as plus de batterie, nous on t'offre un peu de batterie, un peu de confort. Demain, l'idée c'est justement de maximiser énormément cet impact-là et de rentrer dans le défi environnemental qui est devant nous depuis un paquet de temps et qu'on vient juste de réaliser. Intéressant. Et tu vois, sur la manière dont dont t'es arrivé à cette phrase-là, alors je suis pas designer donc t'as le droit de mettre une grande claque pour ce que je vais dire, mais dans le design t'as beaucoup de choses autour de la recherche utilisateur si tu le fais sur de la conception d'objets quoi. Est-ce que c'est quelque chose que t'as fait, ce côté on va chercher chez nos équipes eux pourquoi ils font ça, ou est-ce que c'est quelque chose où t'es parti de toi et t'as ensuite extrapolé? C'est une bonne question. Je suis pas parti de moi
Parce que ça, je pense que très rapidement, et même justement sur la partie design aussi, on part pas de soi, mais on part pour moi de ce qu'on a en face de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent, et je pense que le point de départ, il est dans cette observation-là et dans cette sensibilité-là de suivre son intuition sur le. Je pense que si on devait dessiner un The Keeper, ce serait comme ça, ce serait, en fait, de venir personnifier un peu l'entreprise. La considérer vivante et la considérer comme beaucoup plus grande que les associés, l'équipe. C'est quelque chose qui nous dépasse très rapidement. Et je pense que même au début tu as une jeune start-up et j'en ai accompagné quelques-unes qui veulent créer une identité. Alors au début, elles viennent toquer à ma porte pour un logo et en fait, elles ressortent avec une introspection plus qu'un logo. Surtout si c'est des jeunes pousses qui ont pas de passé, pas de socle, on va dire encore de défini, qui sont tout seuls avec des idées plein la tête et une idée absolue sur mais je veux absolument cette couleur dans mon logo. Et du coup, on va justement rétro-pédaler et les accompagner sur le peut-être intéressant de savoir pourquoi tu voulais cette couleur, mais de commencer en fait à créer des bases solides sur l'entreprise. Et plus l'entreprise va vivre, plus elle va gagner en expérience, gagner en personnalité, en caractère, en valeur, en tout ce que tu veux. Et vraiment, moi je le compare complètement à une personne de enfant à l'âge adulte qui va maturer. Et je pense que c'est ça en fait, c'est juste d'observer ce qu'elle devient et de le traduire avec des valeurs et en mots ou en images pour après de l'identité quoi. Et donc justement cette raison d'être, une fois que tu l'as écrite, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais ? À quoi ça sert tout ça finalement ? À part au challenge intellectuel de comprendre pourquoi on fait les choses, tu vois, ce qui est meilleur de se faire l'avocat du diable. C'est une très bonne question parce que pendant un moment là ça a servi à rien. Mis à part, non mais tu rigoles, mais mis à part, il y a eu tellement de, en gros c'est un projet, tout ce projet là donc sur les piliers qui eux par contre servent au quotidien, je trouve, parce qu'ils sont peut-être plus opérationnels. Le fait d'être remonté encore plus en amont. Pendant longtemps parce que pris par le tempo global, enfin et le quotidien de la boîte, on l'a un peu laissé dans le carton et là justement depuis 2 semaines je reprends le sujet. Et là on se pose la question, mais en fait on vient de lancer un de nos premiers produits à impact qui est en test là au Leclerc, du coup le collecteur de contenants et on se lance du coup dans le réemploi. Et toute cette partie, en fait, nous fait réfléchir à devenir une entreprise à mission. C'est, alors, la grosse ligne que j'ai lue rapidement, c'est juste inscrire une raison d'être dans les statuts. Je pense qu'il y a... ça va pas t'aider beaucoup. Non. Parce que, encore une fois, le but de la culture, c'est pas de faire de la culture parce que c'est joli, de pas faire de la culture pour la culture. La culture, c'est un moyen et ça doit t'aider à te driver, à savoir où tu vas, savoir ce que tu veux faire, etc. Donc justement, le framework d'entreprise à mission peut être cool pour ça, parce que derrière, t'as la notion d'objectif qui va aller avec. Et c'est un truc sur lequel tu dois réfléchir, j'imagine. Du coup. Exactement. Et peut-être même après, et là, ça rejoint plus mon autre associé Thomas sur la partie RSE, mais le fait je pense, de s'engager, tu vois, pour moi, ça donne aussi de l'importance aux choses, et ça permet d'être cohérent avec, en fait, les actions qu'on va faire au quotidien, et de s'y référer aussi comme quelque chose d'important, quelque chose d'important à nos yeux et aux yeux des gens qui ne connaissent pas encore. C'est une espèce de gage de cohérence aussi. Bien sûr. Et tu vois, je suis complètement d'accord sur l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça va changer ? Probablement rien, sauf peut-être genre un garde-fou, genre ou peut-être juste le fait de peut-être de se dire qu'on avance dans la bonne direction aussi. Tu vois, en fait, il y a eu tellement de changements ces dernières années là depuis le Covid, mais entre la crise, la pandémie, la crise des composants, des ressources, etc., plus la crise climatique qu'on a réalisé. Nous, c'est des paquets de changements qui nous sont arrivés dans la gueule. Et aujourd'hui, on commence tout juste, je pense, à structurer nos esprits, à structurer le sens qu'on veut mettre dans la boîte. Et je pense que ça nous aide aussi à un peu de dire, OK, vas-y, là, on plante le drapeau. On est arrivé sur ce truc-là, on est tous d'accord, on avance. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu le petit poussé qui balance un caillou par-ci par-là pour si à un moment donné il faut revenir en arrière, on sait par où on est passé quoi. Et puis là tu vas te torturer un peu, mais est-ce que tu t'es aussi posé la question de dire on a cette raison d'être là, donc on va se fixer ces objectifs-là. Je dis n'importe quoi, démocratiser la filière du réemploi en France. Whatever. C'est pas n'importe quoi. Ok, très bien, voilà. Tu formuleras peut-être pas comme ça, voilà, mais la question c'est si je veux être cohérent dans ma raison d'être et poursuivre ces objectifs, à quoi est-ce que je renonce pour le faire aussi ?
Est-ce que c'est une question que vous vous posez, ça, ou pas? Je pense pas. Et là, je pense que je suis content qu'on ait François aux manettes. C'est que c'est quelqu'un qui va justement, c'est un doueur et qui il va avancer, et nous faire avancer justement par le test, par le terrain. Et du coup, en fait, je pense qu'on se pose pas beaucoup de questions. Moi, justement, je pense c'est après coup où je l'aide à théoriser, à mettre, à comprendre un peu les émotions, les sentiments et les intuitions qu'on vit pour aller dans les bonnes directions. Mais je pense que justement, lui, qui est peut-être plus qui va aller de l'avant continuellement en fait, ça va driver la locomotive et si c'est pas le bon truc, et on ira à gauche et puis en fait on avance continuellement, on est continuellement en mouvement. Donc non, on se pose pas trop de questions qui pourraient freiner un peu la réflexion. Ouais. Ok. Écoute, ouais, c'est assez non, mais c'est assez ambitieux. Et donc, du coup, pour revenir à la réalité de terrain, justement, comme tu disais avec François, vous avez fait il y a peu de temps, du coup, ce move de vous lancer dans l'impact avec ces conteneurs, j'arrive pas à dire conteneurs en contenant, c'est terrible, les gens qui vont m'écouter vont se moquer de moi. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu aussi en gros, c'est le début de quelque chose et vous voulez l'amener où en termes de vision, même si cette vision sera challengée par les épreuves du terrain. Mais voilà, c'est quoi l'idée maintenant quand on se lance sur ce segment? C'est d'aider, de participer à la démocratisation du réemploi en France. Ah oui, j'étais pas si mal finalement. Donc c'est pour ça que je dis que tu disais pas du tout pas n'importe quoi. Non, mais c'est sincèrement c'est la vision qu'on a et je pense que c'est un des projets peut-être les plus ambitieux carrément. En tout cas qu'on réalise, parce que peut-être qu'à l'époque on s'imaginait, je te dis, maître du monde avec nos consignes à casque, et sincèrement je pensais que j'allais en foutre une chez toutes les grand-mères, tous les et qu'on serait millionnaire à 26 ans. Forcément, surtout à l'époque t'as le biais Silicon Valley et tu vas être le prochain créateur Facebook quoi. De ouf, et surtout j'étais encore étudiant sur mes 3 premières années d'entrepreneuriat. Là ça fait 10 ans aujourd'hui, donc on va dire qu'il y a du chemin qui est passé. Non, donc sur le réemploi, c'est un projet déjà qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire, parce que c'est un écosystème entier qu'on rejoint. C'est pas du tout. C'est pas je pose mon casque et je le reprends, c'est je pose mon contenant puis il faut qu'il aille ailleurs. Exactement. Faut qu'il soit lavé, re-rempli, remis dans le circuit. Et l'idée c'est qu'on fasse pas tout en fait. C'est que chacun a une expertise dans son métier, dans son métier et dans son rôle dans l'écosystème du réemploi. C'est une filière industrielle. Exactement. Et du coup, on pense que ce serait pertinent pour le réemploi que The Keeper soit la pièce justement de la machine, parce que ça va être, nous on va vouloir créer un produit qui va être évolutif, qui va pouvoir suivre en fait la maturité de ce marché-là, qui aujourd'hui est peu déployé. Demain, le sera énormément. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on va devoir stocker et sécuriser, j'en sais rien moi, mais quelques centaines de contenants par semaine. Demain, ce sera peut-être des milliers, voire des millions. Donc la machine, elle sera pas différente demain qu'elle est aujourd'hui. Pareil sur les aspects technologie, de détection des contenants pour les sécuriser. Pour recontextualiser peut-être un peu, le réemploi, c'est vraiment les industriels et agroalimentaires, donc, et un peu sponsorisé par le gouvernement qui pousse à mort, et heureusement, mais du coup le réemploi pour éviter l'usage unique et donc avoir des contenants pour tes barquettes, soit traiteur dans ton supermarché, ou soit même ton bol ton pot de Choc à Pic, c'est plus la petite boîte en carton avec le jeu derrière, mais c'est un cylindre en métal qui est rempli de Choc à Pic. Et du coup l'idée du réemploi, contrairement à la consigne ou à la réutilisation, en gros, c'est qu'il y ait vraiment aucun déchet. C'est que ce que tu utilises pour contenir du coup tes Choc à Pic, ce soit ensuite récupéré, sécurisé, lavé, re-rempli par l'industriel. Ça va en gros, la consigne, t'as pas les contraintes, t'as pas autant de contraintes que sur le réemploi. Mais après, c'est entre consigne, réemploi, réutilisation, c'est des termes qui sont ok, je te lance pas sur le débat d'experts. Ouais, c'est vraiment c'est juste que ça je savais pas, et du coup j'apprends un truc, mais ok, on dit réemploi, et on va essayer c'est vraiment le mot clé, c'est réemploi. Ok, très cool. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu te lances sur des objectifs aussi ambitieux, parce que quand tu vas redynamiser le réemploi en France,
c'est pas quelque que tu peux faire à moitié, en gros. Et jusque-là, tu étais sur un modèle où, en gros, votre entreprise croissait de manière organique, tu grandis autant que tes clients à gérer, etc., de trucs à fabriquer. Là, du coup, tu passes sur un autre mindset qui est, c'est go big or go home, en gros, pour parler anglais et basket pour ceux qui connaissent ça. Comment est-ce que du coup tu appréhendes la vision de ta boîte sur cette nouvelle échelle? Est-ce que c'est ce que vous préparez? Est-ce que vous visez un changement d'échelle ou est-ce qu'on veut rester petit pour rester heureux? Pilier numéro 2, ouais. S'adapter pour surmonter. Ok, très bien. On verra. En vrai, pareil, je pense qu'on garde la tête froide et en fait, on va voir ce qui nous arrive. C'est marrant, j'en parlais avec Sylvain, quelqu'un de l'équipe, sur justement cette crainte qui est réelle en interne de se dire, on a un truc de hyper précieux, on a une ancienneté moyenne qui est autour de 6 ans, on a utilisé le terme, on est une petite famille comme beaucoup, mais on est une petite famille et du coup, c'est un risque. Je pense qu'on fera tout pour justement préserver. Et de toute façon, c'est dans notre raison d'être aussi, tu vois, de garder ça. Ça va forcément devoir évoluer, mais comme tout, quoi, c'est vivant, donc ça évolue. À nous de prendre les bonnes décisions et d'aller dans les bonnes directions pour que ça évolue dans le bon sens, que ce soit encore mieux, qu'on ait encore plus d'impact, peut-être avec une équipe qui sera plus grande. À nous de bien bosser en amont pour être ultra cohérent encore et d'avoir cette tache d'huile qui arrive à fonctionner même en grandissant, même en étant chamboulé par des rythmes beaucoup plus effrénés, etc. Mais une certitude, c'est qu'on sera pas, on ne veut pas être, je pense, un truc incontrôlable. Je pense que le fait qu'on n'ait pas levé de fonds à l'époque, c'est un bête de signe qui nous a appris que ça aurait été pas du tout pour nous. Je pense qu'on va devoir s'adapter et aller beaucoup plus vite et peut-être recruter plus de personnes qu'on ne l'a jamais fait. Et ouais, je pense on va devoir s'adapter, mais je pense pas qu'on sera non plus sur un truc effréné où on perd complètement le contrôle parce que ça nous correspond pas. Ouais, c'est pas nous. Et c'est bien de savoir parce qu'il y a cette notion, tu vois, de tempo, de comment on grandit, à quelle vitesse, etc., qui est hyper importante aussi pour pas se retrouver complètement dépassé, quoi. Donc c'est cool d'avoir justement cette maturité entrepreneuriale dont tu parlais, de savoir mettre ça en face de l'ambition. Et j'attends qu'il nous arrive dans la gueule aussi tout. Ouais, c'est facile de le dire aujourd'hui, on verra demain. Bien sûr. Parce qu'on dit tout le monde a un plan jusqu'au moment où tu te prends dans la gueule, donc on verra comment ça marche. Mais pour revenir sur cette notion de maturité entrepreneuriale, t'as dit j'ai commencé à entreprendre, j'étais encore étudiant pour les 3 premières années en gros la création de The Keepers. Là, dû adapter pour surmonter, t'as quand même dû en faire un paquet. C'est quoi, comment ça se passe d'être dirigeant pour sa première expérience professionnelle? C'est assez déroutant. Je pense que je suis très très chanceux d'être l'associé, d'être dans cette équipe, d'être l'associé de François, Thomas, Mathieu, qui sont des gens genre ultra brillants. Faut pas trop le dire, mais ils sont ultra brillants. Ok, on le dira pas du tout au micro du coup. Et du coup je pense d'avoir eu le temps de pouvoir évoluer. Moi, j'ai pris pas mal cher, j'ai eu un syndrome d'imposteur pendant un paquet d'années au début parce que j'étais entrepreneur et que je sortais pas d'école de commerce. Ah, ok. Ouais. Pourtant, tu sors d'une très bonne école de design, t'as fait Strat, je crois. Ouais. Oui, c'est quand même... mais je sais pas, genre je me sentais pas du tout dans les capacités de prendre des décisions sur certains trucs. C'est une mauvaise réponse que j'ai fait parce que tu peux être entrepreneur en sortant d'aucune école, mais aussi, mais donc ouais, non, je pense qu'au début, j'ai un peu galéré à avoir confiance en moi sur cette partie-là, sur mon leadership, et c'est quelque chose que je bosse d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais donc non, ouais, beaucoup de chance du coup d'être ultra bien accompagné et d'avoir le temps, le temps d'évoluer, le temps et que chacun accepte en fait et voit nos différences comme une énorme force. Et sincèrement, moi je vois, je pense que les plus grosses différences dans les associés entre Mathieu qui est CTO et moi du coup designer et Inno. Parce que sincèrement c'est le feu et la glace entre nous et j'aime tellement Mathieu, il le sait très bien, mais c'est énorme de voir nos manières de bosser ensemble et notre communication, elle est éreintante parfois et ça fait 10 ans et on bosse le sujet tous les jours, tout le temps pour essayer d'améliorer ça, mais parce que on n'a pas le même vocabulaire, pas du tout la même sensibilité, pas les mêmes émotions, les mêmes manières de présenter les choses. Et pourtant on a un François justement qui arrive à parler le Eric, à parler le Thomas, le Mathieu et à faire en sorte que ça marche. Enfin on a tellement je pense de tempéraments différents que je pense que ça le fait depuis toutes ces années-là. Ok, ouais, donc t'as pu apprendre comme ça aussi. Et aujourd'hui,
Comment est-ce que toi tu continues justement d'apprendre, de progresser, de te développer sur ces sujets-là, parce que t'as fait une boîte, c'est pas, et du coup t'as beaucoup de réalité de terrain. Est-ce que tu t'inspires aussi dans ton management, ton leadership, ta manière de diriger? C'est une très bonne question. Nous, on a mis un truc en place dans la culture. Alors là, c'est peut-être un peu trop interne par rapport à ta question, mais ça m'a directement fait penser à ça. C'est ta réponse, ça serait très bien. On se fait des points trim avec les associés. Cool. Où en fait on se challenge en mode bah là j'ai l'impression que t'avais pas cette énergie là ou tu devrais bosser justement, tu vois. Moi, un de mes sujets c'est le leadership, la confiance, ce genre de truc, parce que je sais que c'est continuellement sous-jacent et que bah on va pas se refaire non plus, mais c'est des sujets que je bosse, et donc je trouve que ça aide énormément à devenir la meilleure version de soi-même grâce à des feedbacks des gens qui te connaissent très bien, qui bossent avec toi au quotidien. Et après, c'est clairement de l'inspi, ouais, de d'autres entrepreneurs, des boîtes qui fonctionnent, et enfin de rencontres aussi quand on fait des partenariats, quand on co-développe des trucs. C'est clairement des trucs qui nous inspirent et qu'on essaye d'implémenter après chez nous, quoi. C'est intéressant. Oui, parce que tu parlais t'as eu un syndrome de l'imposteur quand t'as commencé. C'est hyper Commun. Commun, je sais pas, mais normal en tout cas. Enfin, je compatis tout à fait, tu vois. Comment tu l'as surmonté, si tu l'as entièrement surmonté? Je pense que je l'ai entièrement surmonté. Après, je pense qu'il y a toujours une part de. Il y a une. Je pense qu'il y a une part de moi qui accepte pas le fait que je sois pas l'image du dirigeant que je me faisais quand j'avais 15 ans, quoi. Ouais, ok. En même temps, heureusement, parce que du coup, t'as progressé depuis. Complètement. Alors, et d'un côté, oui, c'est que justement, je suis hyper fier d'apporter justement, en fait, d'avoir trouvé ma touche qui est sur l'émotion, sur la sensibilité, sur le fait d'apporter en fait toute cette partie à la boîte. Moi, je suis un peu la petite souris dans la boîte, à être à l'écoute de tous les signaux faibles, de voir que l'équipe va bien, qu'elles sont dans de bonnes dispositions, même sur des trucs qu'ils nous disent pas forcément ou qui remontent pas directement. Et ouais, je pense que ça ça m'a aidé, on va dire, d'accepter par rapport à ma propre personnalité, par rapport à ma valeur ajoutée que je pourrais avoir. Donc je pense que c'est ça qui a le plus aidé. Et évidemment, je l'ai réalisé grâce à l'équipe et au fait qu'il m'ait laissé le temps d'évoluer, de voir venir, et de pas être en mode putain là il va être vite dépassé par les événements. On a besoin de quelqu'un qui a plus de charisme, plus de leadership, plus de machin, parce que c'est un associé. Ah, mais t'as su t'appuyer sur tes forces pour en faire un style de leadership, quoi. Ouais. Hyper intéressant. C'est un bon conseil, je trouve, d'ailleurs, pour tout le monde, que tu sois dirigeant ou pas. Et je vais un peu abuser et je vais te demander un deuxième conseil, parce que du coup, tu le sais, c'est la question traditionnelle de fin de podcast. Toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un père, parce que tu t'inspires de dirigeants, mais je suis sûr que tu en inspires d'autres aussi, ce podcast va t'aider à le faire, que tu donnerais à un autre dirigeant, justement, pour faire de sa culture entreprise un levier de croissance? De se lancer, c'est un peu bateau, j'ai essayé d'en trouver un autre, mais quand même de se lancer, juste de se dire c'est tellement important qu'il faut trouver un bout, peu importe lequel, pour la bosser, pour se connaître et de pas hésiter à y mettre beaucoup d'émotionnel. Okay. Genre, je pense que si ça sort des tripes, c'est forcément quelque chose d'intéressant à explorer. Super. Merci Eric. Merci beaucoup à toi. C'était un super épisode. Très content de l'avoir fait avec toi. Et puis à très bientôt. Salut, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.